j'ai un peu essayé de faire des aperçus sans entrer dans les formes, en faisant quelquefois quelques petits, quelques petits points. Ensuite, c'est non régressif. Bon, en fait, ici, là, j'étais censé parler du système de gestion des bases de données. Ça, c'est mon préambule. Ce que j'ai fait, c'est que ma table de matière, là, on va un peu parler des bases de données. C'est vrai qu'on a eu à faire ça. Bon, on va faire une petite introduction, commençons par ça. Parce qu'on va parler du système de gestion des bases de données sans vraiment parler des bases de données. Donc, vu qu'on a déjà parlé de ça, on va juste survoler. Après, on va voir ce que c'est qu'une gestion de bases de données, ce que c'est qu'un système de gestion de bases de données. Ensuite, comment est-ce qu'elles sont structurées, comment sont structurés ces systèmes-là et leurs fonctionnalités. Ici, c'est ici dedans que c'est ici dedans que j'ai inséré. À l'intérieur, ici j'ai inséré le langage SQL, qui est le langage utilisé par les systèmes de gestion. Bon, après, par la fin, j'ai sorti quelques systèmes de gestion de bases de données qui existent. Bon, sur un slide. OK. Là, on va commencer avec les bases de données. On a vu dernièrement qu'une base de données était en fait un ensemble d'informations qui pouvaient être regroupées dans, dans une base, qui peut être un fichier, qui peut être un matériel ou bien dans une mémoire, c'est-à-dire que l'être humain peut avoir sa propre base de données dans la tête. Ça, c'était vu en grosso modo comme ça. Et on a vu que les bases de données évoluent avec le temps. J'ai essayé de montrer ici leur évolution avec les différentes années. Je ne sais pas si c'est important que je revienne là-dessus ou bien on peut aller directement. Tu fais ta présentation. Tu as prévu combien de temps? Tu peux juste faire ta présentation, mais les points que tu trouveras que tu ne vas pas insister dessus, tu fais juste un bref débrief dessus et on passe. D'accord. Dans ce cas, on va avancer. En fait, on va directement aller au niveau des systèmes. C'est quoi un système de gestion de base de données? Oui. Ici, là, je vais lire en fait ici. Parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas pu retenir, d'autres que je dois réagir. Le système de gestion des bases de données désigne ici un logiciel informatique permettant le stockage, la consultation, la mise à jour, la structuration ou encore le partage d'informations dans une base de données. Un système de gestion des bases de données est un ensemble de logiciels permettant à l'utilisateur d'insérer, de modifier, de rechercher efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations. C'est aussi un outil permettant de modéliser et de générer des données dans une entreprise. Et le système de gestion des bases de données, ici, là, on va passer. Ici, là, vu qu'on parle de données, on va avoir accès aux données. Il faut vraiment passer par un moyen rapide et efficace de façon à avoir accès à ces données et de pouvoir gérer et nécessairement faire ce qu'on veut de ces informations-là. Donc, le système de gestion des bases de données ici sera un lien entre l'utilisateur et la base de données en elle-même. Donc, on va devoir utiliser ça pour pouvoir prendre les informations, essayer les informations, modifier, et puis il permet d'interagir avec l'utilisateur et la machine, et la base de données. La composition, ici on a dans la composition des fonctionnalités d'un système de gestion des bases de données. Dans ce tableau, on va voir un petit organigramme, je pense qu'on va appeler ça comme ça, un petit schéma qui va illustrer ici comment se comporte le système de gestion des bases de données. La majorité des SGBD se composent de trois éléments qui garantissent leur bon fonctionnement. Les moteurs de base de données assurent la gestion des données de la base de données, la transmission des données entrantes et sortantes vers des programmes tiers, ainsi que la protection et la maintenance des données. Un système de gestion des bases de données doit avoir un moteur qui va permettre d'aller récupérer les informations et renvoyer au niveau de la requête. Qui va permettre de faire ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un moteur de base de données. Et il y a un programme en fait. Le programme ici, là, c'est quelque chose. Je crois que c'est, bon, pas que je crois, quand j'ai lu, c'est le système en soi-même qui va permettre d'interagir avec la base
et les requêtes envoyées. Et enfin, on a un professeur de requête qui exécute les opérations requises en langage de commande via une interface graphique. Ici, on a un peu une illustration de ces trois composants importants là. OK. Avant d'entrer dans le système, il faut savoir qu'un système ne peut fonctionner que dans une machine. C'est-à-dire que dans un appareil électronique qui lui a déjà un système d'exploitation. Donc, le système de gestion des bases de données ici va venir se matcher avec lui. Il va venir utiliser ce système-là pour pouvoir s'exécuter lui-même. Le système de gestion des bases de données apparaît comme un logiciel applicatif porté par un système d'exploitation. Comme toute application, son installation et sa gestion sont intimement liées au système d'exploitation de la machine cible. Le SGBD s'appuie sur la machine interne du node du système d'exploitation pour assurer la gestion de la base de données. Ça, c'est en fait ce que j'étais en train de dire. Mais là, c'est expliqué avec les mots bien plus techniques. OK. Là, on va entrer dans la structure. Comment est-ce que le système se comporte? Comment est-ce que l'information va être véhiculée de la base vers la requête envoyée par l'utilisateur? Là, on a un petit schéma qui va essayer de l'application ici, peut être sur les informations externes qui viennent de. Ça veut dire que je peux faire une requête pour avoir l'information qui est dans une base de données. Donc, l'acheminement va se passer tel que le schéma, le message va arriver tel que le schéma le présente. C'est-à-dire que le schéma physique ici est illustré ici comme le cœur même des données, la base de données. Après, on a un schéma interne, un schéma conceptuel, et puis on a les schémas externes qui font en fait des requêtes. Ça, c'est comme ça que j'ai compris ça. Mais on va un peu lire ici pour expliquer, pour pouvoir comprendre mieux. Un objectif majeur du SGBD est d'assurer une abstraction des données stockées sur disque de manière à simplifier la vision des utilisateurs. Autant pour moi. Les données seront donc modélisées selon les niveaux ou les schémas. Ces schémas, selon les niveaux et les schémas. Parmi ces schémas, on peut avoir, comme ici, on a les schémas physiques qui correspondent à l'implantation physique des données dans le système. Il assure le lien entre la base de données et le système d'exploitation. Et il est dépendant du système d'exploitation de la machine cible. Ça, on l'a vu. Un schéma interne définit les structures des fichiers, les types d'articles, les types d'accès à ces données, notamment index, chaînage et les vues que les utilisateurs peuvent avoir des informations présentes dans la base de données. On a un schéma conceptuel qui correspond à la structure des données sans souci d'implémentation. Il est le résultat du cahier de charge. En fait, le schéma conceptuel ici, plus loin, on verra, pas qu'on verra, les recherches personnelles montreront que le schéma conceptuel ici est beaucoup plus, c'est la tâche qui sera beaucoup plus faite par ceux qui vont développer le système. Ça, c'est les concepteurs, en fait. Ils répondent à un besoin précis, ce que fera le système de gestion. C'est ici qu'ils devront renseigner toutes les attitudes du logiciel, en fait. Et on a un schéma externe, définit le travail d'un groupe utilisant des données et possédant une description précise des données reçues. Données perçues, autant pour moi. OK. Ça, c'est en gros l'architecture d'un système de gestion de base de données. Ça, c'est en quoi est-ce que ça répond. Là, maintenant, on va entrer dans toujours les systèmes d'exploitation. Ici, on va beaucoup plus parler de son comportement interne. Les SGBD doivent proposer des outils pour assurer les fonctions de base, comme la description des données. Ils proposent une interface pour décrire les différents schémas. La gestion des dictionnaires de données. Là, on parle des métabases. Le schéma, la petite image à droite illustre un peu à Michan, c'est la métabase qui est ici en fait est le noyau même des informations de la base de données. C'est comme une bibliothèque, autant pour moi. La recherche des données grâce au query qualification, ça c'est un langage. Dans les recherches, vous verrez exactement ce que c'est, mais ici, je n'ai pas parlé précisément de ça. La mise à jour des données, ça c'est le moyen du SQL. C'est-à-dire que c'est ici que se passe, c'est ici que le système
le langage de SQLite, en fait, c'est le langage qui sera utilisé par le système pour appliquer tous ces composants. C'est-à-dire que pour faire des requêtes, faire des traitements, on va passer par le SQL. La transformation des données, là, pas, dans mon travail, je n'ai pas parlé de la transformation des données, parce que là, également, c'est aussi lourd. La gestion des transactions et de la sécurité. Là, je risque de parler de ça, mais dans mon travail, on ne va pas voir exactement ce que c'est. OK. Voilà. Ici, directement, j'ai attaqué directement en parlant ici, vu que le SQL, c'est le noyau même du système de gestion. Donc ici, on va directement parler du SQL. C'est quoi en fait le SQL? L'accès aux données s'effectue via le langage SQL, Structured Query Language. Ce langage est structurel, non procédural et assembliste. Il permet la définition et la modification des objets présents dans une base de données. Il permet la manipulation du contenu des données. Il permet l'interrogation des données. Il permet le contrôle également des accès aux informations présentes dans la base de données. Maintenant, ça c'est ce que fait le SQL en gros. Maintenant, le SQL se divise en deux grands langages. Là, vous allez voir ça sur le côté droit. On a le LMD, qui est en fait le langage de manipulation des données. Et on a le LDD, qui est le langage de définition des données, qui également, eux, ont des sous-langages. On va dire, ont des sous-composants. Le LMD, en fait, c'est quoi? Le LMD, ici, là, c'est lui, gère tout ce qui concerne les données. Ça veut dire que si un utilisateur veut peut-être compléter une donnée, peut-être peut peut-être faire quoi, peut avoir une information d'une donnée, là, il va passer par là, par le LMD. Et le LDD, en fait, ici, c'est... alors, Oui, oui, on te suit. je peux avoir 2 minutes pour répondre rapidement à un message, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Euh, Tu aurais pu laisser ton partage. Ouais, je vais le remettre, désolé. Donc, je vais continuer. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que Michael est en train de présenter? Il a présenté c'est quoi un système de gestion de base de données. En fait, on a vu comment est-ce que on pouvait modéliser une base de données. Et maintenant, cette base de données-là est gérée par un logiciel qu'on appelle communément le système de gestion de la base de données. Alors là, il a présenté vraiment la structure de ce système-là, du haut vers le bas. Donc, non, du bas, il a présenté du bas vers le haut. Donc, il a commencé par la structure du bas, qui est comment est-ce que l'information est sauvegardée. Là, il a parlé du schéma interne, du schéma externe, ainsi de suite. Dans le schéma externe, il nous montrait comment est-ce que l'information est sauvegardée sur le disque dur de manière physique. Donc, le plus souvent, vous allez voir quand vous allez installer un système de gestion de base de données, vous pouvez voir comment est-ce que les données sont sauvegardées de manière physique sur le système. Donc, il a parlé de ce schéma interne-là en mentionnant donc, la notion d'accès physique. Et après ça, on avait le modèle conceptuel qui est le modèle en fait que euh, de manière conceptuelle, comment est-ce que la base de données se voit. Ça, c'est ce modèle qu'on a eu à faire la semaine passée. Et maintenant, en remontant, on quitte l'aspect, le niveau plus bas qui est le stockage. En remontant, là, il nous parle maintenant de la manipulation de l'information. Quels sont les langages qui sont utilisés pour manipuler ces informations-là? Et là, on voit qu'il y a deux principaux langages, le langage LLD et le langage MLD. Le langage MLD, c'est le langage qui manipule les données et le langage LDD, c'est le langage qui définit les données. Donc, par exemple, comme manipulation, les opérations de manipulation sont, par exemple, la mise à jour d'une information, la suppression d'une information,
l'insertion d'une nouvelle information dans la base de données. Ça, c'est ce qu'on appelle une opération LMD. Maintenant, la LDD, c'est une opération qui définit un objet. Par exemple, lorsqu'on a vu comment une table était structurée avec ses attributs, ça, c'est la définition. En fait, vous définissez la table, quel est le nom de la table, quels sont ses attributs, quels sont les domaines de chacun des attributs. Donc, ça, c'est le LDD, d'accord? Donc, le LDD définit l'objet, alors que le MLD manipule. Donc, ça va faire les mises à jour sur cet objet, soit en suppression, soit en ajout, euh, soit en mise à jour. Donc, voilà les deux langages qui présentent. Et maintenant, ces langages-là, en haut de ça, se trouve dans le langage de programmation qu'on va appeler SQL, qui va nous permettre donc de manipuler, de faire ces deux différentes opérations-là, soit la création des objets, la création et la définition des objets, soit la manipulation des données. Donc, on va utiliser le SQL pour pouvoir faire cela. En gros, c'est là où on est rendu. Je ne sais pas si Michael est disponible de continuer. Oui, effectivement, je ne voulais pas couper. OK. C'est ça à mieux expliquer. Voilà. Ici, comme Suzy disait, en fait, elle a mieux expliqué que moi en concernant ces deux langages-là, LMD et LDD. À droite, on peut voir subtilement comment est-ce que le LDD et LMD sont subdivisés. Également, ils ont des sous-langages en bas. OK. Avant, ici, là, j'entre. Déjà, ici, j'ai les titres. Je ne me suis pas appesanti sur les titres parce que je vais expliquer en fait ce que c'est et à quoi ça renvoie. Ici, je vais commencer à lire par ici. Le langage de définition des données, le LDD. Le LDD, c'est quoi ici? Le LDD, comme Suzy disait, c'est un langage qui va permettre à l'utilisateur de faire des requêtes, c'est-à-dire envoyer des informations, faire des modifications et également faire des consultations, comme on va dire. Et ça, c'est le LDD en gros. Et qui va, maintenant, le LDD passe comme tout système de programmation, puisque ici, on parle du SGBD, système de gestion, c'est-à-dire qu'il utilise un langage pour pouvoir être compris. Donc, ici, on va vraiment nous parler des instructions. Quelles sont les instructions qui sont utilisées par le LDD? Bon, en JavaScript, on va nous dire que pour faire telle méthode, il faut utiliser tel langage et tout et tout. Et ici, c'est la même chose qu'il faut faire quand il s'agit des bases de données. Bon, on va parler de gestion des bases de données. D'où on a des instructions précises pour pouvoir faire référence au langage, pour pouvoir faire allusion au langage de définition des données. D'où on a la liste est non régressive parce que ça, c'est juste un petit les plus visuels que j'ai peut-être pris dans le document où j'ai eu à parcourir. On a les instructions comme créer, alter, drop, audi et ce qui suit. Bon, le slide devant, vous allez voir ce que c'est exactement, comment ils utilisent. Mais ici, je vais juste faire un simple résumé qui va un peu montrer ce que c'est. Bon, là, je vais lire pour qu'on puisse entrer déjà et avoir un aperçu. Le LDD ici est un langage orienté au niveau de la structure de la base de données. Le LDD permet de créer, modifier, supprimer des objets. Il permet également de définir le domaine des données, nombre, chaînes, caractères, dates, booléennes, etc. Et d'ajouter des contraintes de valeurs sur les données. Il permet enfin d'autoriser ou d'interdire l'accès aux données et d'activer ou de désactiver l'audit sur un utilisateur donné. Ça, c'est en gros ce que fait le LDD. Ok, je vais un peu appuyer là. On parle bien, si je relis ta phrase, on parle bien ici de création, modification, suppression des objets. Il ne faudrait pas confondre les objets et les données, d'accord? Ok. Ici, on parle bien des objets. Les objets, en fait, pour le moment, on a vu juste un seul type d'objet ici. C'est ce on a vu, on appelait des entités ou bien des classes.
Donc, D'accord. c'est pour le moment, on a juste vu ça. On va voir encore bien plus tard quand on va commencer à faire le SQL, des autres objets qui existent avec Oracle. Donc, ici, en fait, il s'agit donc de la création d'une table. La création, quand on parle du domaine, le domaine des données, en fait, c'est ici, on est en train de faire allusion au domaine des attributs. La dernière fois qu'on disait, par exemple, nom, c'est une chaîne de caractères, âge, c'est la date de naissance, c'est le type date. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. En fait, on définit les objets et les attributs. Aussi, on va aussi définir les contraintes. On a vu ça la dernière fois. Par exemple, on peut dire qu'un attribut a pour contrainte, c'est une clé, par exemple, étrangère. Ça, c'est la définition d'une contrainte sur un attribut. Ça aussi, c'est le langage LDD qui fait ça. Et on nous donne des exemples d'instructions. Donc, on va voir ça avec le SQL. Quand on fait create, ça veut dire qu'on sera en train de créer un objet. Et quand je vais faire alter, alter veut dire que je suis en train de modifier la définition de cet objet. Par exemple, si j'ai créé un objet personne avec un nom et un prénom, et que bien plus tard, je voudrais rajouter un troisième attribut à cet objet-là, en ce moment, je vais utiliser l'instruction alter. L'instruction alter va me permettre donc d'altérer mon objet pour ajouter une nouvelle colonne. Et l'instruction drop, ça va me permettre, par exemple, si je veux supprimer, j'ai créé une table et après, je me rends compte que je n'ai pas besoin de cette table-là. Je vais utiliser l'instruction drop pour supprimer cette table-là de ma base de données. Et ainsi de suite, rename, truncate. On va voir ça vraiment quand on va faire le SQL. Ok, tu peux continuer, Michael. D'accord. Là, on va également voir ce qu'on va lier ensemble ce que fait le LMD, le langage de manipulation des données. Le LMD est l'ensemble des commandes concernant la manipulation des données dans une base de données. Le LMD permet l'ajout, la suppression et la modification des lignes. Bon, les lignes ici là sont en fait les nucléaires, les collègues d'occurrence qu'on a eu à voir si je est bonne. La Oui. visualisation, pardon. Oui, oui, c'est ça. Les lignes, ce sont les données dans la table, les tubes. Ou bien... La visualisation du contenu des tables et les verrouillages. Les instructions du LMD sont celles qui suivent: insert, update, delete, select. Ces éléments doivent être validés par une transaction pour qu'ils soient pris en compte. Bon, ça c'est comme Suzy disait, moi j'attends également de comprendre cette phrase. Enfin, quand on va utiliser ça, peut-être qu'on comprend ça, mais là, il n'y a pas trop compris ce que c'est. Ici, c'est le langage de manipulation des données. Ça veut dire quoi? Quand tu as déjà créé, par exemple, ton objet avec le LDD, tu as créé la table personne avec ses attributs et tout. Maintenant, il faudrait que cette table-là est supposée recevoir des données. Tu vas, par exemple, mettre au niveau de nom Michael, tu vas mettre le nom, le prénom, la ville, son âge. Là, pour faire cela, pour manipuler maintenant les informations qui seront stockées dans cette table, on utilise le MLD. Et maintenant, les opérations de MLD, c'est quoi? Insérer une donnée avec une set, Mhm. d'accord? Mhm. Mettre à jour une donnée, update, par exemple, je peux update, j'ai peut-être inséré Michael dans ma table des personnes. Et après, maintenant, il y a peut-être une erreur, je vais peut-être changer son nom. Là, je vais utiliser update pour changer le nom. Là, je suis en train de manipuler les données. Je ne suis plus en train de manipuler l'objet personne. Donc, vous voyez un peu la différence. Maintenant, delete, si je veux supprimer une ligne, si je veux supprimer une ligne de ma table de personnes, là, par exemple, je veux supprimer la ligne Michael, j'utilise le delete. Le select, c'est si je veux sélectionner une information, si je veux avoir affiché une information sur une ligne donnée, j'utilise le select et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont
des instructions pour manipuler les données contenues dans un objet ou dans une entité ou classe donnée. D'accord. D'accord. Par la suite, on a les deux autres types de langage. Le langage de protection d'accès qui va s'occuper ici de gérer les droits d'accès, c'est-à-dire que les utilisateurs, ça va bien déterminer ce que l'utilisateur peut faire et ne peut pas faire, ce que les administrateurs peuvent laisser, ce que les administrateurs peuvent faire comme un livre aux utilisateurs. Ça, c'est quoi? C'est ici qu'on est censé implémenter ça. Oui. Par la suite, on a le langage de contrôle des transactions qui va gérer les modifications faites par le LMD, c'est-à-dire les caractéristiques de transaction et la validation et l'annulation des modifications. Je crois que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, oui, oui. Maintenant, le langage de protection d'accès, euh, quand vous allez, parce que le système de gestion de base de données manipule les informations, mais en même temps, ça doit s'assurer que les informations sont sécuritaires. Non seulement c'est protégé de l'extérieur, donc pour accéder à une base de données, vous devez déjà avoir un identifiant, un username et un password. Et maintenant, une fois que vous accédez à l'information, il y a encore un autre niveau de sécurité. Parfois, des utilisateurs n'auront pas accès à tous les objets d'une base de données. Donc, à un utilisateur, on peut lui donner certains droits à certaines tables. Donc, comme tu as écrit là, s'occupe de gérer les droits d'accès aux tables. Donc, je peux faire un grant quand j'utilise l'instruction grant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de donner accès à un utilisateur pour faire certaines opérations, soit un insert dans une table donnée. On va voir la syntaxe totale plus tard avec le SQL, mais c'est l'instruction grant qui me permet de faire ça. Et le revoke permet de retirer un accès que j'ai eu à donner à un utilisateur. Maintenant, pour le langage de contrôle de transaction, dans le système de gestion de base de données est supposé gérer la cohérence des données, l'intégrité des données et permettre à ce que plusieurs utilisateurs ont accès à l'information en même temps et rendre cela vraiment transparent. Donc, l'utilisateur n'est même pas au courant que en ce moment, il y a tel nombre de personnes qui sont connectées en même temps sur la même base de données ou bien sur la même information et sont en train de manipuler la même information. Donc, tout ça est géré par un système de gestion de base de données. Il gère ces transactions-là et on n'est pas au courant vraiment que en background, il y a vraiment cette grosse gestion qui est faite par le système de gestion de base de données. Donc pour cela, on utilise des instructions comme le commit parce que si plusieurs personnes se connectent sur une base de données en même temps, on est en train d'ouvrir ce qu'on appelle une session dans la base de données. Et la session, quand vous ouvrez, vous êtes en train de manipuler des informations à ce moment X donné. Et en même temps, il y a une autre personne qui a ouvert une autre session également et qui est en train de manipuler peut-être la même information. Maintenant, comment se rassurer que l'information va rester intègre et cohérente? Si vous êtes, par exemple, en train d'accéder à un compte, disons le compte bancaire d'une université, d'accord? Et les gens peuvent aller déposer l'argent dans ce compte-là à différentes agences bien guichets de la même banque. Mais le compte est bien localisé dans une seule banque, mais la banque a plusieurs guichets. Donc, du coup, à un moment donné, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont en train d'approvisionner le même compte. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que le système réussit? Comment est-ce que le système réussit à savoir, à pouvoir garder vraiment quel est le montant réel à l'instant X? Ça se peut qu'un étudiant vienne et dépose, par exemple, 10 000
et qu'en ce moment, dans le compte, il y avait 10 000. En même temps, il y a un autre qui va déposer 20 000. Comment est-ce que le système ne peut pas se tromper que voilà, le compte avait déjà été mis à 10 000, donc maintenant, ce qu'il y a comme solde, c'est 20 000. Donc, l'étudiant B qui est en train de mettre ces 20 000 va faire passer ça à 40 000. Comment est-ce que on ne se trompe pas? C'est le système de gestion de base de données qui va pouvoir, qui permet de gérer ces transactions-là de manière cohérente. Et on va utiliser des instructions, des save points, des rollbacks, des commits comme cela pour pouvoir vraiment gérer chaque session et des lockdowns aussi pour pouvoir gérer ça. Donc, ça, c'est vraiment des aspects encore très, très techniques, vraiment de la fonctionnalité d'un système qui c'est très complexe. Mais ceux qui ont vraiment fait des études en informatique très poussées ont pu voir ça à travers des opérations concurrentielles, des processus concurrentiels en informatique. Comment est-ce qu'on gère ça avec des algorithmes qui ont déjà été mis en place? Donc, c'est ce que les systèmes de gestion utilisent vraiment pour gérer ces concurrentiels. Maintenant, c'est quoi une instruction commit? Comme je vous ai dit, si vous connectez à une base de données, ça veut dire que vous avez ouvert une session. Quand on parle que ma session peut-être Facebook, ça veut dire que vous êtes connecté. Vous avez ouvert une session et vous êtes en train de travailler, vous manipulez les informations. Tant que vous ne faites pas un commit, l'information que vous avez manipulée reste juste disponible dans votre session, mais ne sera pas propagée, ne sera pas dispatchée partout dans toute la base de données entièrement. On va faire ces exemples en live, vous allez voir. Donc, le commit me permet de dire, OK, les informations que j'ai validées là, je sauvegarde. Une fois que vous faites une sauvegarde en faisant un commit, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Directement, l'information sera dispatchée partout sera vraiment mise à jour et accessible par tous dans la base de données. Pourquoi on est venu avec cette notion de commit? C'était également pour permettre de sécuriser les données. Le système de gestion a mis ça en place pour permettre de sécuriser les données parce que imaginez que vous êtes en train de travailler sur une base de données des clients et que vous modifiez par exemple une information et que ça modifiait directement l'information sans que vous n'avez plus la même mise pour faire un retour. C'est la raison pour laquelle vous pouvez modifier comme vous voulez, mais pour être sûr, le commit, c'est comme une alerte. Pour être sûr que, voilà, vous êtes sûr que l'information, vous avez bien modifié et que vous voulez la sauvegarder. En ce moment, maintenant, vous pouvez faire le commit. Mais tant que vous ne faites pas le commit, tout est correct. L'information est juste sauvegardée dans votre session. Et si vous vous déconnectez sans faire le commit, les autres utilisateurs ne vont pas voir que vous avez eu à modifier une information. Donc, c'est ça le commit. Le rollback, qu'est-ce que le rollback fait? Le rollback, ça annule les transactions ou bien les actions que vous avez eu à faire dans une base de données. Par exemple, si vous avez modifié un attribut X, vous avez modifié un attribut X, et que maintenant, vous ne voulez pas committer cette information-là, vous pouvez faire un rollback comme pour annuler et revenir en arrière. Donc, ça va annuler l'opération que vous allez faire et ça va revenir à l'état précédent avant que vous ne fassiez l'opération. C'est un peu ça, ces opérations de contrôle de transaction. Par la suite, ok. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que ici, là, j'ai également présenté les LMD, le LMD et les sous-éléments ces sous-ensembles et éventuellement les institutions qui portent institutions ou bien les clauses. On va dire comme ça qu'ils appellent ça. Ici, là, le langage LMD est divisé en deux sous-groupes. Le LID, qui est en fait le langage d'interrogation des données, et la commande, nécessairement. Et ces éléments-là ont aussi des instructions ou des instructions qui sont insert, update, delete. Ça, c'est pour la commande. Et pour le LI, on a select.
Bon, ça, c'est un peu plus poussé. Cette information, c'est un peu plus poussé parce elles ont des explications que vous verrez dans les slides prochains. Je crois que j'ai expliqué l'un des deux. Le langage LDD est divisé également en deux sous-groupes. Le LCD, qui est le langage de contrôle des données, qui lui regroupe les instructions grandes, regroupe. Et puis ici, j'ai un peu donné quelques explications. Bon, ces deux-ci que j'ai pris. Le grand écrit accorde les droits, le revoque et enlève les droits. C'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure en mieux. On a la commande créer ici qui est censée créer une structure. On a alta qui vient de modifier la structure. Bon, alta peut aussi supprimer. Donc, elle ne modifie pas ça, elle peut modifier, elle peut supprimer. Je crois qu'elle peut aussi ajouter. Parce qu'elle peut être couplée avec un alt qui permet d'ajouter. Ensuite, on a truncate qui permet de supprimer les lignes d'une table. On a drop qui permet de supprimer l'objet. Mais par contre, alt ici, c'est quoi? C'est les données c'est les données L'objet. dans l'objet. Je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Et Ça, puis, on ça a change. Ça change la structure de l'objet, comme je disais. Si tu veux rajouter, une colonne, un attribut, par exemple. Mhm. Mhm. Et puis, on a rename. Bon, pour un peu illustrer ce que ceci fait, je crois que le slide suivant, bon, bon, c'est quoi? C'est le slide après qu'on va voir un petit exemple. Ici également, on a dans le LMD, le LID, le langage d'interrogation des données. Lui, ici, on va nous parler des projections et des sélections. Je crois dans le travail que Pascaline a fait, elle a également parlé de ça avec des symboles mathématiques. Dans les recherches que j'ai eues, c'est quoi, c'est ça, non, Pascaline? Tu as parlé également des projections et sélections quand tu faisais les unions et les intersections, je crois. Oui, ce que Pascaline a eu à faire, les opérations sur les bases de données, elle a eu à faire, mais c'était vraiment dans un contexte mathématique. Nous allons le voir vraiment en utilisant le langage SQL. Ouais. En fait, le langage d'interrogation des données, ici là, ici, on parle de la projection. C'est quoi la projection? L'opération de projection consiste à choisir le nom des attributs de ou des tables que l'on souhaite voir apparaître dans la réponse. Si Mhm. l'on veut afficher toutes les, il faut utiliser une étoile. Les noms des attributs sont donnés dans les clauses. Bon, là, on va expliquer l'exemple qui est devant. Je crois que vous allez mieux comprendre pourquoi select et pourquoi étoile. Bon, comment ça se comporte. Si Mm. l'on si l'on veut éliminer les boulons, les doublons, il faut utiliser distinct. L'instruction distinct qui permet de, si par exemple dans un tableau, on veut ressortir par exemple, les villes. Ici, il va, pas- et qu'il y a plusieurs personnes dans le tableau qui sont de la même ville. Ici, il va juste sélectionner, puisque lui, il sélectionne les colonnes. Il va juste sélectionner la colonne et mettre uniquement la ville une seule fois. Il va pas faire il va pas augmenter, il va pas faire les doublons, comme on dit ici. Si l'on Mhm. veut utiliser les doublons, il faut utiliser distinct. Il est utilisé pour chaque attribut non clé. Si l'on souhaite créer des alias pour une meilleure lisibilité, attribut et table, il faut utiliser as. Ça, c'est ce que fait la projection. Bon, je crois qu'il faut pour ne pas surcharger avec sélection, je vais montrer il y a l'exemple et puis revenir après. Si je prends un exemple, par exemple, là j'ai un tableau, enfin, j'ai une donnée. Donc, ça, on a notre tableau ici. On a notre table qui a l'identifiant du client, le nom du client, le prénom du client, ville du client et puis âge du client. Ici, je vais faire une requête. En fait, cette requête, je veux quoi? Je veux sortir, je fais une requête qui va me sélectionner les villes des clients qu'il y a dans le tableau. Bon, ça, c'est l'information clientèle. Ça, c'est l'entité client. Et puis, c'est ça ici. On a l'entité et puis on a les occurrences dans l'entité. Je crois que c'est ça, j'explique bien, je crois. Ici, quand je fais la requête, je veux select les villes. Bon, ça, c'est les select et from. On les appelle des. Bon, en principe, ce que tu es en train de faire là, c'est vrai que
Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de vraiment déjà de faire du SQL. Si je fais un select ville client, from client, en fait, on a cette réponse ici. Ça va aller dans le tableau, me sélectionner dans le tableau client, ça me sélectionne en fait la ville des clients uniquement. En fait, ici, sur le select, ça va me faire sélection des colonnes. Si je peux dire ça comme ça va faire la sélection des colonnes. C'est ce qui va faire projection. Il va faire la sélection des colonnes. Je crois sélection va faire plutôt les occurrences, va faire plutôt les NUPlay. Si j'ai bonne mémoire, si je peux garder en tête. Ici, on a deux exemples on a deux exemples au niveau des projections. On a select, distinct, ville, from client. Bon, on a la même chose, on a juste appliqué l'instruction distinct qui va faire quoi? Qui va venir ici, là, me reprendre le même tableau et m'éviter le doublon. Là, il y a Lyon, il y a Lyon. Mais il va le prendre une seule fois. Il va me sortir la colonne des villes, des clients, de la colonne qui concerne les villes dans le tableau client, et puis ça va m'afficher uniquement les villes, sans faire le doublon. Ça va faire distinct. Michael, je vais pas te couper, mais ça, c'est vraiment, on va vraiment voir ça vraiment dans le langage SQL que va présenter Juvenal samedi. Euh, D'accord. oui, ça, c'est vraiment le SQL. Donc, on va laisser ça à Juvenal parce que sinon, on va se répéter deux fois là. Bon, en fait, ça, c'est en fait, après mon SQL, je crois que dans mon activité, j'ai juste, là, il explique toujours la même chose, les attributs, Ça, avec c'est les, vraiment le SQL. les SQL. Bon, ce que je vais dire que j'ai travaillé, fait le travail de Juvenal, parce que là, c'est exactement ce que je fais. Et après, je vais juste présenter les différents systèmes de gestion des bases de données. On a le relationnel et puis on a le NoSQL. Je crois que c'est ici que mon travail s'arrête en fait. OK. OK, je pense que c'est pas mal. C'est fini là. Oui, c'est ici que ça s'arrête. OK, je pense que tu es vraiment quand même allé pas mal en profondeur. Peut-être il y a peut-être une partie que tu as peut-être omis de parler, c'est de parler comment vraiment est-ce que les principales même fonctionnalités d'un système de gestion de base de données en ce qui concerne l'intégrité des données. C'est quoi l'intégrité des données? Qu'est-ce qu'on entend par intégrité des données? La cohérence des données, euh, la sécurité des données. Bon, c'est à peu près vraiment ça. C'est vraiment les fonctionnalités principales d'un système de gestion de base de données. L'objectif premier, c'était de pouvoir permettre la manipulation des bases de données. À partir de ça, on pouvait interroger une base de données, modifier les informations de la base et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les fonctionnalités de base. Maintenant, après, il fallait assurer ce que les fichiers ne pouvaient pas assurer. Ils ont intégré, il fallait assurer la sécurité de ces données-là en mettant dans des accès sécuritaires au niveau soit externe ou alors au niveau interne même du système de gestion de base de données. Donc, pour accéder à une base de données, il faut un accès sécuritaire, un username et un password. Et aussi, même à l'intérieur de la base de données, il faudrait le système de gestion de base de données va se rassurer que à chaque fois, les informations sont disponibles pour les utilisateurs. Donc, ça va assurer qu'il n'y a pas de perte de données. Par exemple, si le système arrivait à flasher ou à avoir un incident, le système de gestion de base de données est capable de pouvoir récupérer la donnée s'il y a un incident et faire ce qu'on appelle des backups. Les backups, ça sauvegarde un état, l'état d'une base de données à un moment donné. Donc, il y a aucune, il y a, aucune application qui utilise les bases de données qui ne va pas faire les backups. Donc, les backups peuvent se faire tous les jours, peut-être à minuit. Au cas où, si quelque chose arriverait, on est capable de ne pas perdre nos données. Donc, ça, c'est l'une des puissances encore que le système de gestion de base de données apporte en ce qui concerne la sécurité à tous les niveaux.
on va voir qu'il y a des bases de données distribuées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens comme Facebook utilisent les systèmes de bases de données distribués. L'information se retrouve partout sur différents serveurs et c'est dupliqué. Donc, ces systèmes de bases de données-là vont encore plus loin pour assurer la distribution des données. Et si c'est qu'un serveur de Facebook arrivait à disparaître ou à ne plus marcher, on est capable d'avoir les informations dupliquées quelque part. Donc, ça, c'est le système de gestion de base de données vraiment qui assure tout cela. Maintenant, la cohérence des bases, ça veut dire que l'intégrité, on est capable de garder les données cohérentes dans la base de données. Par exemple, si je déclare une table des employés, et je déclare une table des départements. Donc, et que maintenant les employés, tout employé travaille dans un département. Maintenant, s'il arrive que quelqu'un, par exemple un DBA, fasse une manipulation, supprime un département, d'accord? Si le DBA supprime un département, le système de gestion de base de données est capable de protéger l'information, de rendre l'information cohérente en mettant une erreur comme quoi on ne peut pas supprimer cette donnée-là. Pourquoi? Parce que cette donnée-là, ce département-là, cette donnée-là est déjà attachée à d'autres données dans d'autres tables dans le système. Donc, si je supprime par exemple le département informatique et que dans l'autre table des employés, il y a Michael qui pointe sur le département informatique, le système est capable de me générer une erreur. Donc, c'est ce que on va dire en ce moment-là que le système assure l'intégrité des données. Donc, il y a plusieurs mécanismes comme ça que le système de gestion de base de données ont mis en place pour assurer l'intégrité des données. S'il n'y avait pas cela, ce que la base de données ne pouvait pas être intègre. On devait avoir des informations et beaucoup d'informations manquantes. Mais juste avec ces contraintes qui ont été mises en place, on sera sûr à 100% que la base de données reste cohérente à tout moment donné dans le système. Donc, voilà les quelques éléments un peu que Mike n'a pas parlé, mais sinon, le reste, vraiment, il est vraiment allé très en profondeur, surtout en parlant des schémas internes, externes et physiques, tout ça. Moi, c'était pas quelque chose que j'avais prévu parler. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça un système de gestion de base de données. Je ne sais pas si s'il y en a des gens qui ont des questions par rapport à cela. Merci, Michael. Très bonne présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc là, je suppose que chacun de vous connaît à peu près c'est quoi un DDL. Tel que ça a été quand même parlé, c'est quoi un DDL, c'est quoi un DML et quelles sont les fonctionnalités d'un système de gestion de base de données, au moins ses fonctionnalités principales et comment est-ce que ça assure la sécurité et les accès et l'intégrité des données. Donc, c'était le plus important à savoir dans ce cours-ci. Samedi, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons donc créer des objets dans une base de données à partir d'un système de gestion de base de données et comment manipuler ces informations-là. Donc, après ce cours, ce que je vais vous présenter maintenant, je vais vous présenter l'IDE de Oracle qui gère les bases de données Oracle parce que c'est ce que nous, on va voir comme système de gestion de base de données. C'est vrai que Mike n'a pas parlé des différents types. Il y en a différents types de systèmes de gestion de base de données relationnelles.
Il y a le MySQL pour ceux qui, je pense que tout le monde a quand même entendu parler du MySQL. Il y a le SQL Server. SQL Server, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles développé par Microsoft. Il y a MySQL. MySQL, c'est un système de gestion des bases de données relationnelles gratuit. Par contre, Oracle n'est pas vraiment... Oracle a une version gratuite qui a des fonctionnalités un peu limitées. Mais le plus souvent, on considère cette base de données comme étant une base de données payante. Donc, si vous voulez vraiment faire du relationnel, le plus souvent, on utilise le MySQL parce que c'est open, c'est gratuit. Donc, nous, on va se focaliser sur Oracle. Donc, ici, je vais vous présenter l'IDE d'Oracle qui permet de manipuler dans les bases de données. Donc, la base de données a déjà été créée, installée. Maintenant, l'IDE que je vais vous présenter ici qui s'appelle Oracle SQL Developer, c'est un IDE qui va donc nous permettre de faire nos requêtes pour manipuler notre base de données. Donc, la base de données déjà a été créée et configurée. Au niveau donc, de cette interface, je vais parcourir l'interface avec vous pour vous montrer tous les onglets et comment ça fonctionne. Donc, à ce niveau, premièrement, on aura les différentes connexions Oracle aux différentes bases de données que nous avons. Donc, si vous voulez créer une nouvelle connexion à une base de données, vous cliquez ici. Et là, vous allez entrer le nom de votre connexion. Entrez maintenant le nom parce que pour vous connecter à une base de données, il vous faut un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à cette base de données-là. Donc, vous allez entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe et vous avez entré le lien parce que la base de données, c'est le système de gestion de base de données. C'est un logiciel, d'accord? Et ce logiciel-là écoute à un port. Il est installé sur une machine. Donc, ici, vous allez préciser sur quelle machine le système de gestion de base de données a été installé et sur quel port il écoute. Maintenant, on a ce qu'on appelle un SID, qui est le service d'écoute de ce système de la base de données. D'accord? Vous précisez ces paramètres-là et une fois que tout est rempli, vous allez donc ouvrir une connexion sur la base de données en question. Donc ici, on a déjà des exemples ici de connexion qui a été créée. Une fois que c'est créé, je peux me connecter dessus. Là, je suis déjà connecté. Soit je peux me déconnecter, soit je peux relancer une connexion. Ça, c'est en cliquant, en faisant un clic droit là-dessus. Et je peux également supprimer la connexion sans problème. Ça n'a pas d'impact sur les données, ça n'a aucun impact. Le seul impact que ça aura, c'est que votre connexion ne sera plus disponible ici. Ça veut dire quoi? Si prochainement vous voulez vous connecter à votre base de données, il va falloir que vous reveniez créer la connexion. Donc, la connexion me permet, une fois que je l'ai créée, si je veux travailler sur ma base de données, je choisis la connexion sur laquelle je veux me connecter et je travaille là-dessus. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque je clique sur le plus ici, je suis en train de faire une connexion. Là, je suis connectée. Alors, à l'intérieur, on a différents types d'objets définis par les bases de données Oracle. Alors, on voit ici qu'on a les tables, ce qu'on appelle tables. Les tables ici, ce sont des objets que nous avons eu à créer dans le modèle conceptuel ou bien le modèle relationnel. Donc, ça peut être une table des employés, une table des départements. Donc, les tables sont enregistrées ici. Plus tard, nous allons voir c'est quoi les objets vus en Oracle quand nous allons faire le langage PLSQL. Donc, ça sera après le langage SQL. Nous allons voir c'est quoi les vues, qu'est-ce qu'un index, qu'est-ce qu'un package, qu'est-ce qu'une procédure. Donc, tout à l'heure, quand Michael présentait son cours, et là, il a parlé du langage LLD et on a vu que ce langage LLD permettait de manipuler les objets. Et je vous ai dit que pour le moment, les seuls objets que vous connaissez, ce sont les tables. D'accord? Mais nous, on va voir plus tard d'autres objets. Et voici les objets là. Les séquences, c'est un objet. D'accord? Les déclencheurs, c'est un objet.
les fonctions, les procédures, les packages, les index, les vues, tout ceci, ce sont des objets, mais spécifiques à Oracle, d'accord? Mais les tables, peu importe le système de gestion de base de données que vous allez utiliser, on aura toujours les tables parce que le modèle relationnel, les tables sont la base du modèle relationnel. Donc, peu importe le système de gestion que vous allez utiliser, vous aurez toujours affaire à la notion de table. Donc, voilà dans nos objets. Je vais me focaliser uniquement sur cet objet-ci parce que les autres, vous ne connaissez pas encore. Donc, si je déroule ici, je suis capable de voir la liste de mes tables ici ou bien des entités, la liste de mes entités que j'ai eu à créer. Et pour les créer, on va utiliser le langage LLD samedi avec l'instruction create pour pouvoir les créer. Donc ici, là, ils sont déjà créés, ils sont déjà présents. Par exemple, si je déroule la table utilisateur, ici, vous voyez cette table-ci. Ça, c'est la table des utilisateurs. Si je déroule, je vais voir à l'intérieur, je verrai les attributs de cette table. Alors, je peux voir ici que cette table a une dizaine d'attributs. Et ici, l'attribut ID ici, forcément, probablement, ça sera la clé primaire de cette entité-ci. Alors, je vais juste cliquer dessus pour voir la définition. On peut voir déjà ici, quand vous cliquez dessus, sur objet, on a ces différents onglets que Oracle nous présente ici, qui vont premièrement nous présenter les attributs qu'on appelle ici colonnes. Donc, on va s'habituer à colonnes au lieu d'attributs. Donc, quelles sont les colonnes de ma table? Je peux voir les différentes colonnes qui ont été créées et je vois les domaines ici. Donc, celui-ci, ID, c'est un number. First name, c'est une chaîne de caractères de 25 caractères. Et ici, on peut voir nullable dans Oracle, c'est pour dire est-ce que c'est une contrainte qu'on met au niveau du système de gestion de la base de données. Est-ce que cette donnée-ci peut être nulle? Si vous voyez le nom ici, c'est pour dire que on ne peut pas sauvegarder une information dans cette table avec un ID qui est nul. Ça va planter. Et le yes ici, ça veut dire que, OK, le first name peut être nul, le last name peut être nul, et ainsi de suite. Ensuite, on a le data default, la colonne ID qui est automatiquement générée juste pour donner un ID à cette colonne-là et un champ commentaire ici si on veut faire un commentaire sur, par exemple, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez commenter ici en disant, OK, ça contient le prénom de l'utilisateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la définition, en fait, des colonnes. Au niveau des données, en cliquant sur données, je vais voir tous les tubes, tous les enregistrements, d'accord? Bon, je ne vais pas aller là-dessus parce que il y a des données confidentielles là-dedans, mais ça va présenter toutes les informations. Je ne sais pas si je peux avoir une autre table. Non. Là, on me demande de me connecter. Et là, on me demande de me connecter. OK, je pourrais montrer une autre table, mais cette table d'utilisateur, je vais pas aller sur les données. Je peux aller au niveau des modèles. Ici, on va vous présenter le modèle de données. On attend que ça charge. Le modèle ici, ça va vous présenter le modèle, la modélisation de la table, comment le modèle comme le modèle relationnel qu'on a vu. C'est vrai qu'on ne l'a pas présenté de manière graphique, mais ici, là, ça va vous présenter le modèle de manière graphique. On va attendre que ça va charger. Au niveau des contraintes ici, vous aurez les contraintes. On va attendre. OK, au niveau des contraintes ici, vous aurez toutes les contraintes qui ont été définies au niveau de cet objet. D'accord? Une contrainte a un nom.
vous donnez le nom de la contrainte. Par exemple, ici, il y a une clé primaire qui a été définie. Une clé primaire, on a vu que c'est une contrainte. Les clés candidates aussi sont des contraintes, d'accord? Donc là, on peut voir qu'il y a une contrainte clé primaire qui s'appelle comme ceci et qui est définie. Ici, en bas, on peut vous dire sur quelle colonne ça se trouve. Donc, la colonne ID est une clé primaire. Ici, au niveau des droits, comme on a vu, on donnait des droits, soit des grandes. Donc, ici, quand si grande tête est à yes, ça veut dire que, OK, j'ai donné un privilège à un utilisateur d'accéder à cette table-là. Après, on a les statistiques, les déclencheurs, etc., etc. Ici, c'est le code SQL qui a été écrit pour créer cet objet-là. Donc, je vais un peu vous montrer ça. OK, voilà le code SQL. Ça nous génère le code SQL qui a été écrit pour créer cette table-là. Donc, voilà un peu la syntaxe create, le mot-clé table, le nom de la table et ensuite les attributs et le domaine de chaque attribut. Et ça, c'est le note nul ici, c'est ce qu'on a vu, le nullable. Le nullable, là, vous pouvez mettre la contrainte de note nulle pour dire que non, ce champ ne peut pas être nul. Et ici, on voit qu'il y a les contraintes également pour la clé primaire qui a été définie ici. Donc, nous allons voir cette écriture, cette syntaxe samedi, comment créer des tables. Donc, si je reviens ici et que je clique, je reviens sur les colonnes et que je clique sur le petit bouton, sur ce crayon, je peux également voir la définition de l'objet. J'attends que ça charge. OK, je peux également voir la définition de l'objet, les colonnes. Voici les différentes colonnes, les contraintes, les différentes contraintes. Donc, on voit bien là que là, c'est une clé primaire. Et là, je choisis la colonne sur laquelle, parmi toutes les colonnes de la table, on a choisi la colonne ID. Donc, cette colonne-ci est la clé primaire. Pour créer d'autres contraintes, je vais cliquer sur plus ici. Par exemple, si je veux ajouter une contrainte de valeur unique, par exemple, je clique, je choisis valeur unique. Là, ça me crée la contrainte unique et ça y a donné un nom. Et ici, maintenant, il me faudrait choisir la colonne ou bien les colonnes qui doivent être uniques. Donc, je peux dire que le first name et le last name doit être unique. Ça veut dire quoi? Si j'ajoute cette colonne-ci, ça veut dire cette contrainte-ci, ça veut dire que dans mes données, je ne dois pas avoir quelqu'un qui a un first name et un last name identiques. Donc, ainsi de suite, on peut ajouter autant de contraintes qu'on veut. Ici, on nous permet juste, on a juste ces trois contraintes. Et la contrainte note nulle, on ne l'a pas à ce niveau. Donc, je vais canceller ça après. La contrainte note nulle se définit ici au niveau de colonne, si vous venez au niveau de colonne, et que vous voulez que une colonne ne soit pas vide, vous pouvez juste cocher ici note nulle. Donc, l'IDE nous permet graphiquement de pouvoir manipuler les objets et manipuler les données. Mais sinon, on peut également le faire, tout ce que je viens de faire en cliquant là, les notes nulles là, on peut faire cela en utilisant les requêtes SQL, d'accord? L'IDE le permet aussi graphiquement, mais nous, on va le faire premièrement en utilisant les requêtes. Comment définir une contrainte clé primaire avec le SQL? Comment définir une contrainte note nulle sur 2 ou 3 ou plusieurs attributs en utilisant une requête SQL. C'est ce qu'on verra samedi. Donc, je continue de vous montrer l'IDE. Ça, c'est vraiment comment se présente une table et quelles sont les différentes composantes ici et actions qu'on peut effectuer. Donc, en cliquant sur Action ici, je peux exporter les données de cette table dans un fichier, d'accord?
je peux, au niveau des privilèges, je peux accorder, bon, mon logiciel est en français, mais en anglais, ça devait être grant ou revoke. Donc là, c'est en français. Les déclencheurs, on va les voir plus tard. Et je voulais vous montrer également, je peux supprimer l'objet en utilisant si je fais un clic droit au niveau de modifier, ils n'ont pas drop. Ok, je pense que c'est ça ici. C'est parce que c'est en français un peu, ça m'embrouille. Ici, supprimer va supprimer carrément l'objet. Ça va carrément supprimer l'objet. Et si vous supprimez une table comme ceci, qui est utilisée par une application, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous allez complètement perdu les données. Donc, on a vu qu'il y avait des méthodes, des instructions comme des commits et tout ça, mais avec des requêtes sur des objets, une fois que vous effectuez une requête sur un objet, il n'y a plus de retour. Donc, si je supprime cette table, je vais perdre tous les utilisateurs et je n'aurai plus le moyen de faire un retour par rapport à cela. D'accord? Par contre, si je modifie juste une ligne de ma table, avec le bouton qu'il y a ici, je suis capable de valider. Si je fais le valider, je ne suis plus capable de faire un retour. Et si je fais la modification avec ce petit bouton rouge-ci, je suis capable de faire un rollback. Tant que je n'ai pas validé, je suis capable de faire un rollback. Mais une fois que je fais un commit ici, c'est terminé. Je ne pourrai plus faire revenir en arrière et avoir accès à l'état précédent que j'avais dans ma base de données. Donc, c'est ce à quoi fonctionnent ces deux boutons de commit et de rollback. Le bouton s'y permet d'exécuter notre code. Voici là où nous allons écrire nos différentes requêtes, que ce soit le create, que ce soit le select, comme Michael montrait tout à l'heure. Toutes les requêtes que nous allons voir samedi, c'est ici que dans cette zone que nous allons les rouler. Donc, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre d'exécution. Donc, j'appelle ça la fenêtre d'exécution en venant ici et en choisissant sur quelle connexion vous voulez ouvrir votre fenêtre d'exécution. Donc, si je choisis celle-là, si je suis connecté sur celle-ci, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre 1 parce qu'ici, la fenêtre que j'avais ouverte avant était celle-ci. Là, j'ai une nouvelle fenêtre dans laquelle je peux continuer d'écrire, d'accord? Donc, je peux ouvrir autant de fenêtres que je veux. Là, c'est la fenêtre 2, la fenêtre 3, la fenêtre 4, ainsi de suite. Et là, ça, c'est mon espace de travail. Je peux travailler là-dessus, écrire mes requêtes dessus. Une fois que j'écris ma requête ici, j'espère que ça n'a pas planté. Une fois que j'écris ma requête ici, je l'exécute en cliquant sur ce petit bouton. D'accord? Je l'exécute en cliquant sur ce petit bouton. Et quand je l'exécute, j'ai ce qu'on appelle ici la sortie. La sortie ici en bas me permet de voir le résultat de mon exécution si j'ai utilisé la sortie LGBD dans mon instruction ici. Si c'est juste une requête, ça va m'afficher le résultat quelque part ici, d'accord? Donc là, je ne vais pas déjà commencer à faire des requêtes, sinon vous allez commencer à poser des questions. Et maintenant, au niveau des historiques SQL, je peux avoir l'historique de toutes mes requêtes que j'ai eu à exécuter. Donc, vous voyez qu'ici, le 18 juillet, on a exécuté cette requête, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et pour afficher cette zone-ci, vous devez venir au niveau de affichage ici et de gérer qu'est-ce que vous voulez voir affiché ou caché. Donc, ici, l'historique, là, pour voir l'historique,
Vous cliquez ici. Donc, si je referme ça, je vais fermer ça ici. OK. Je pense que les applications, si ça plante quand même. Donc, si je ferme ça et que je veux voir l'historique, je vais cliquer ici ou bien je vais cliquer sur F8. Là, ça va me réafficher mon historique ici. Donc, ici au niveau d'affichage, ça vous permet vraiment de voir, d'ouvrir des éléments, des zones dans votre IDE que vous voudrez voir ou ne pas voir. Donc, la sortie SGBD, là, je l'affiche ici. Nous allons voir ça une fois qu'on aura appris le langage SQL. Modifier, ensuite naviguer, exécuter, équipe et etc. Ça, c'est le modèle. On va voir ça également. Donc, en gros, en principe, voilà à peu près comment l'IDE se présente. Et c'est cette IDE-là que nous allons utiliser à partir de samedi pour pouvoir manipuler nos requêtes. Donc, là, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, pas de questions. Bon, la manipulation, quand je regardais Access qui est offert par Office pour stocker une base de données, je ne sais pas si, vu qu'on a commencé à voir, je ne sais pas si on peut utiliser l'autre. Non, Access, en fait, c'est une ancienne base de données. Je pense que ça vient avec, avec, avec la suite Office, d'accord? Oui, Et oui. oui, ça permet aussi de créer, de créer des bases de données, mais ce n'est pas tellement, c'est pas un outil vraiment avancé. Je pense, que c'est l'une des premières bases de données relationnelles qui a été créée. Maintenant, ça a tellement avancé que si quelqu'un est encore en train d'utiliser Access, mais ce qui perd juste son temps, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ai ça ici. Oui, c'est ça ici. Ça vient avec la suite Microsoft et ça permet vraiment de créer, à moins que tu as une petite entreprise, tu as une petite structure, tu voudrais gérer par exemple les employés de ta structure et tu ne veux pas trop te casser la tête à à installer un système de gestion de base de données. Parce que pour utiliser par exemple Oracle, il faut installer le système de gestion de base de données. Donc, et ça prend beaucoup d'espace aussi sur le disque, beaucoup d'espace en mémoire. Donc, pour quelqu'un qui a juste une petite structure à gérer, oui, je dirais que Access est un bon moyen pour lui de pouvoir gérer les différents enregistrements qu'il aimerait sauvegarder. Et là, il n'a pas vraiment besoin d'installer un système de gestion de base de données parce que ça vient déjà avec Microsoft. Donc, tout ce qu'il aura à faire, c'est de lancer Access et de créer sa base de données. D'accord. Mhm. Donc, ça reste toujours la structure d'une matrice comme ça. Et ensuite, tu vas donner le nom à ta base de données. Et après avoir donné les noms, tu vas créer aussi les attributs. Quels seront les attributs et les valeurs et les types des attributs. Et une fois que c'est fait, voilà, tu pourrais maintenant faire les insertions. Et voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. Oui, mais on ne va pas faire Access. On ne va pas faire Access. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Est-ce qu'on aura modélisé ce qu'on a fait la dernière fois le dimanche sur Oracle? Oui, oui, on aura modélisé. J'avais dit que le dernier exemple qu'on avait fait, c'était la cinémathèque. Oui, Ouais, oui. C'est justement l'exemple qu'on va prendre pour travailler dessus. On va faire les requêtes dessus. On va tout faire avec cet exemple-là. ok. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, allô, Juvenal. Euh, C'est-à-dire pour samedi, tout le monde devrait avoir Oracle installé et MySQL installé.
Je vous avais demandé d'installer SQL Developer. Pas forcément pour samedi. Samedi, on va déjà voir les syntaxes de chacune des requêtes. Premièrement, les requêtes LLD, quelles sont les syntaxes, d'accord? Et ensuite, les requêtes, après les requêtes LLD, les requêtes MLD, quelles sont les syntaxes? Et l'essentiel serait d'abord de comprendre ces syntaxes-là et de les maîtriser et avant même d'aller maintenant écrire les requêtes proprement dites au niveau du système de gestion de base de données. Maintenant, pour la connexion à la base de données, on va le faire, c'est ce qui est sur peut-être dimanche. Je vous avais déjà demandé d'installer le SQL Developer. Donc, ce qui va manquer, c'est que je vous donne juste la connexion à une base de données que j'aurais créée pour cet exercice-là. Mais personne n'a besoin d'installer un système de base de données en ce moment-là parce que la base de données, le SQL Developer tel que je l'ai présenté là, vous allez le lancer et vous allez créer une connexion à une base de données. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de données, le système de base de données ont déjà été créés sur un serveur. D'accord? Moi, je vais le créer et tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de vous connecter sur ce serveur-là avec le username et le password que je vais vous donner. Donc, personne n'aura à installer un système de gestion de base de données. Maintenant, si vous voulez installer localement votre propre système de gestion de base de données, en ce moment, vous me faites signe, vous aurez juste à aller télécharger le système de gestion, télécharger la base de données, Oracle et l'installer sur votre machine. Tout le monde peut faire ça. Et là, vous-même, vous aurez donc votre propre base de données qui sera installée localement sur votre machine. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais je ne vais pas vous demander de l'installer parce que je ne suis pas sûre que la machine de chacun est capable aussi de supporter ça. Mais avec une connexion à une base de données que j'aurais créée, ça serait plus facile. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si vous avez eu à travailler sur les exercices que j'ai eu à partager sur Classroom. Ouais, mais bon, j'ai pas encore envoyé, puisque c'est dans le même fichier. Je vais envoyer ça, puisque j'ai fait tout ça dans le même Word. OK, mais j'attends vos exercices. Il faudrait au moins faire un, à part hormis ce qu'on a eu à faire en live, il faudrait au moins faire un exercice là-dessus. Je vais voir les différents, comment est-ce que chacun essaie de modéliser parce qu'on a bien vu que les modèles vont vraiment différer d'une personne à une autre. Donc, il faut travailler cette logique-là. J'attends vos exercices, au moins un parmi la liste des exercices que j'ai eu à présenter. Là, il faudrait que vous travaillez dessus. D'accord. Et voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et se reprendre samedi. Bon, en fait, c'est pas une question, mais c'est le même problème de la dernière fois. Je crois il est encore survenu. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est vraiment pas. Ah, est-ce que ça ne roule? Est-ce que fais voir. Je sais pas je pense que Fallon aussi avait un problème comme ça. Je sais pas si finalement elle a résolu ça avec son VS Code. Bon, sur moi, ça me barre, ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je partage un peu. Voilà. Ok. En fait, ça me met, vous voyez mon écran. Oui, oui. Quand je démarre VS Code,
Après peut-être une minute, c'est normal. Après, ça me met ça me met cette barre-là. Mhm. C'est un méthode qui me met ça également. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Attends voir. Et est-ce que quand tu exécutes, ça, tu n'es pas capable d'exécuter ton programme? Bon, ça ne me met aucune erreur, rien. Bon, ça Parce que n'arrive pas. parce que je vois le rouge là. À quel niveau? Je vois, Je pense à la dernière ligne. je vois le rouge descend, voilà, c'est là. Bon, supposons, même quand je vais... Non, c'est pas ça. Bon, je vais mettre ceci en commentaire pour dire, peut-être parce que j'ai enlevé ça. Ok, là maintenant c'est correct. Mais il y aura toujours, ce sera toujours barré. Euh, Moi, j'ai jamais vu les fonctions barrées comme ça, pour être Bon, honnête. c'est pas ce qu'il fait. C'est pas s'il faut que je réinstalle ça, je réinstalle, je sais pas. Euh, mais si ça met ça et que ton code compile, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, pareil, ça ne met aucune erreur, ça ne met pas d'erreur. Bon, moi, je me dis que quand ça fait ça, ça doit avoir un bug. Mais il n'y a pas d'erreur quand même dans ma console. Mais est-ce que ton programme fonctionne? C'est-à-dire quand tu fais le post, est-ce que ça retourne? Bon, ça ne fonctionne pas encore comme il faut, mais par exemple, je vais faire un exemple. Parce que j'ai l'impression que que ça fonctionne. Et maintenant, c'est parce que quand il y a vraiment une erreur là, ça va mettre ça en rouge. Ok. Quand il y a vraiment une erreur, ça va mettre en rouge. Maintenant, si tu ne vois pas de rouge, ça veut dire que ton code compile. Et si ça compile, Bon, effectivement, ça compile. Bon, juste que il y a encore des améliorations pour mettre les données ici. Bon, ben là, c'est ça qui est apparu là comme ça. ok, ça veut dire que là maintenant, c'est ton algorithme qui ne fonctionne pas. Ouais, c'est mon algorithme qui a un problème. Mais ça complique quand même, puisque je ne reçois aucune erreur dans ma console. Ok. Est-ce que tu voudrais que je t'aide à déboguer ça? Bon, si c'est possible, oui. Ok, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Bon, en fait, c'est l'exemple de la dernière fois que je veux en fait mettre les informations de ma requête. Ah, ok, tu veux récupérer les informations de la requête et faire un Et post. que ça en envoie, que ça qui fait un post, que ça vienne dans mon design. Ok, ok. Donc, premièrement, est-ce que tu récupères ou est-ce que tu récupères déjà les données? Bon, ici, je suis passé par la méthode de la dernière fois et bon, ça c'est ici que je poste et Euh, je récupère les données ici. ok, quand le dollar envoyé point propre disable true. Ok, là tu disable ton bouton. Mhm. C'est ce que ça fait quand tu changes la propriété, tu mets disable à true, ça veut dire que tu disable ton bouton. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu veux disable ton bouton? Bon, en fait, bon, là, je vais arriver mille fois. C'est les trucs, je ramasse tellement de code en ligne, j'essaie Ok, c'est vrai, il y a tellement de trucs verts que je mets en commentaire pour essayer de voir, pour comprendre déjà même comment certaines méthodes fonctionnent. ok. La c'est d'abord de faire l'événement, clique sur ton bouton et c'est à partir de cet événement-là, à l'intérieur, une fois qu'on a cliqué, première chose, tu récupères tout ce que l'utilisateur a entré dans l'Adobe. Ok, je vais mettre ça en commentaire déjà pour pouvoir faire. Donc, où est ton événement? Clique sur le bouton envoyer. OK. Ça, c'est envoyé. Bon, il y a erreur ici, ça veut dire qu'il y a un commentaire que je dois dire commenter quelque chose. Ça, commenter ça. Ok, d'accord.
OK. On clique sur ton bouton. Bon, maintenant, j'avais demandé de ne pas utiliser les formulaires parce que les formulaires sont beaucoup plus utilisés dans le langage PHP, mais qu'à cela ne tienne, ça va. Il n'y a pas de Ok, problème. je comprends. C'est le formulaire que j'ai utilisé, c'est un forme que j'ai utilisé en fait. Oui, parce que ce qui va se passer quand tu vas cliquer sur le bouton envoyer, ça va faire automatiquement un submit parce que c'est ce que le formulaire est supposé faire. Mais nous, on ne veut pas faire, ça va faire automatiquement un submit. Le submit, c'est quoi? Le submit, c'est une action qui envoie les données, ça va soumettre toute la page et la page va se recharger. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous-mêmes, on veut contrôler ce que le bouton envoyer fait. Nous-mêmes, on veut contrôler. On ne veut pas faire un submit de la page. On ne veut pas que la page soit totalement envoyée. D'accord? Donc, pour cela, il faudrait que tu enlèves la fonctionnalité par défaut du formulaire qui fait le submit là. Donc, va dans ton HTML. Tu enlèves le formulaire. Là, tu mets d'abord div. Ah, il y a les formulaires ici. Oui, tu mets div. Tu peux mettre ça, tu peux nommer ça une div. Il n'y a pas de problème. Oui. Et maintenant, au niveau du bouton, là-bas, tu mets un href. Parce que le bouton, par défaut aussi, ça fait un submit. Donc, oui, mets plutôt un A. Un A, ok. Oui, oui, espace, et tu fais un href qui est vide. Égal, vide, voilà. Maintenant, j'ai pas besoin, le type submit ne sera plus présent. Et là, il dit c'est envoyé. OK. Maintenant, quand on va cliquer sur ça, on va cliquer sur dièse envoyer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer, retourne dans ton HTML. Je vais juste voir les valeurs des champs. Il y a le champ classe, il y a le champ name, le class name. Il y a le class qui est name, le class qui est password, le class profession, le class âge. Donc, tu vas remonte au niveau de la fonction de clic. OK. Là, maintenant, tu vas bâtir un objet JSON. Et là-dedans, tu récupères dans les données de l'utilisateur, tu stockes dans le JSON. Je vais bâtir un objet JSON. Oui. Donc, tu vas bâtir une variable, un objet. Je vais appeler ça. Bon, je ne sais pas comment il va appeler ça. Un objet est un type composite. Tu peux appeler ça user. Tu peux appeler ça user. C'est un type composite. Donc, ça sera composé de nom, password, profession et âge. Ça sera un objet, non? Oui, c'est un objet. Mais je ne sais pas si c'est mieux. C'est mieux d'écrire parce qu'après, il faut enlever encore les dollars et tout ça. Ça va recevoir $name. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, en fait, ça reçoit la variable $name, mais tu fais 2 points parce que on ne déclare pas un objet comme ça. L'objet est déclaré comment? Le nom de l'attribut, 2 points, la valeur de l'attribut. La valeur de l'attribut. Maintenant, quand tu mets une variable, quand tu mets ça dans une string comme ça, dans une chaîne de caractères comme ça, tu es en train de donner à name la valeur $name parce que tu es en train de donner une chaîne de caractères. Si tu mets ça comme ça, tu es en train de donner. Est-ce que tu sais ce que tu dois mettre? Parce que regarde. C'est pas ça.
regarde, tu as déjà déclaré des variables. Je vois une variable ici en haut que tu as déclarée. Tu l'as appelée $name. Ouais. Donc, name va contenir $name. Est-ce qu'on se comprend, Michael? Tu as déclaré une variable qui récupère le nom. Ça veut dire que name va prendre ceci, c'est ça? Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Un objet se déclare comment? Regarde, un objet se déclare comment? L'attribut, un objet a plusieurs attributs, d'accord? Et les attributs sont de différents types. Donc, ton attribut name ici, 2 points, la valeur. Dans le nom de l'attribut, 2 points, la valeur de l'attribut. Donc, c'est quelle valeur que tu donnes à name ici? Bon, puisque c'est la requête qui est censée m'envoyer ça, non? Oui, mais tu l'as déjà récupéré dans $name. Tu as déjà récupéré, donc c'est $name que tu mets là. D'accord. C'est $name que tu mets là. Donc, regarde, mets $name. Regarde, dans le clic, après les crochets que tu ouvres là, d'accord. Copie tout ce que tu as fait en haut là, les variables, les 4 variables là. Copie tout ça, tu mets à l'intérieur, coupe. Ok. Donc, quand on va cliquer, première chose à faire, quand on va cliquer sur envoyer, donc on clique sur envoyer là. Première chose, je récupère mes données. Donc, toi, tu vas récupérer tes données, tu vas récupérer le nom, tu vas mettre dans $name, d'accord? Maintenant, comment est-ce que tu récupères une valeur dans un input? Pour le game, dans une input, enfin, je mets en fait l'attribut de l'input là. Donc, première chose, tu intensifies cet input à partir soit d'un ID ou à partir d'une classe. Moi, je te vois en train d'utiliser un ID. Est-ce que tu as un ID name? Ouais, en fait, Non, moi, je t'ai vu donner des classes. Ah ouais, c'est plutôt des classes là. Bon, avant c'était un ID, j'ai seulement modifié ça, je crois peut-être avant de... Donc, point name. Maintenant, ça, tu as juste intensifié l'objet. Maintenant, nous, on veut la valeur. Tu dois rajouter point. Tu dois rajouter point val. La fonction val va te retourner la valeur. Donc, tu récupères les autres également, les autres données. Donc, voilà comment tu récupères les données que l'utilisateur a saisies. Voilà comment tu récupères les données que l'utilisateur a saisies. Je voudrais que tout le monde comprenne ça parce que si vous n'avez pas compris la partie de jQuery ici, lorsque vous allez développer vos applications, vous serez obligé de retourner dans ces cours-ci là. C'est simple. Comment est-ce qu'on récupère les données comment est-ce qu'on manipule les objets de la DOM? On a vu ces différentes fonctions-là. Maintenant, ton objet, là, tu as juste récupéré les données, d'accord? Maintenant, il faut que, étant donné que la requête post prend des objets de type JSON. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas créer une variable de type objet. Donc, tu vas créer un objet. Tu vas appeler ça user. Et tu vas définir sa structure. Donc, user, c'est quoi? C'est name, 2 points, la valeur. Enfin, je peux mettre directement la variable ci là. Oui, parce que la variable là contient qu'est-ce que $name contient? $name contient ce que l'utilisateur a entré. Ouais, ici. Oui, ça contient ce que... Donc, si l'utilisateur a entré dans le input name là, a entré par exemple Suzy, le $name là va contenir Suzy.
Donc, tu fais la même chose pour les autres, virgule, profession, reçoit la variable, le contenu de la variable profession. Pareil pour le password et hash. Donc là, on est en train juste de former un objet qu'on va passer dans la requête HTTP pour faire le post au niveau du serveur. On construit juste cette requête-là. On construit l'objet. Donc, une fois que tu as construit ton objet, voilà, tu es correct maintenant. Tu es prêt à faire maintenant la requête au serveur en envoyant cet objet-là. Donc, tu vas juste maintenant faire le post. D'accord. Add users. Et tu vas passer user, voilà. Tu vas passer user dans le paramètre dédié. Ouais. OK. Et maintenant, après, maintenant, le callback, c'est une fois que tu as envoyé les données au serveur et que le serveur a fait son travail. Et qu'est-ce que tu dois maintenant faire après? Au niveau de ton code de JavaScript, tu peux juste écrire que voilà, les données ont été bien envoyées. Donc, tu peux juste faire peut-être un alerte statut ou bien parce que ce que tu es encore en train de faire, new data, là, c'est pourquoi. Bon, ça, bon, oui, je dois voir ça. Ce que tu es encore en train de faire ici, c'est pourquoi en fait. Bon, ça, c'est le code, pour être honnête, c'est le code que m'a forwardé Pascaline, que j'essaie de comprendre. Bon, déjà, je laisse pour ne pas modifier parce que je laisse d'abord ça pour essayer de comprendre. Il y a dû faire plusieurs autres choses là. Je sais pas trop. Bon, moi, je sais pas ce que tu es en train de faire parce qu'une fois que tu as envoyé, c'est le serveur qui s'occupe de mettre ça dans la base de données. Tu n'es pas au courant. Ici, tu n'es pas au courant de ce que le serveur fait. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas envoyer des données au serveur en faisant un post. Maintenant, une fois que tu l'as fait, le serveur va te retourner un statut et des données. D'accord? Soit tu vas décider peut-être d'afficher ces données-là à l'écran au niveau de ton HTML. Soit tu vas juste afficher le statut de la requête. Est-ce que la requête s'est bien passée ou pas à l'écran? C'est à toi de choisir ce que tu veux faire en fait. Après que tu aies envoyé les données au serveur, maintenant au niveau de ton écran, qu'est-ce que tu voudrais faire comme action? Bon, disons que j'ai envie de vérifier pour voir si les données étaient envoyées. Oui, tu peux faire, tu peux afficher, je pense que tu peux afficher le statut de ta requête, d'accord? Ou alors tu peux, c'est sûr que ça te retourne les données dans Data, ou alors tu peux afficher ces données-là dans ton HTML. Maintenant, c'est à toi. On va faire plus simple ici parce que pour afficher ça dans ton HTML, je pense qu'il te faudrait, ça va un peu prendre encore plus de temps. Tout ce que nous, on va faire ici, c'est juste d'afficher le statut. Donc, je peux faire juste un alerte sur statut, c'est tout. Tu peux juste faire un alerte statut pour afficher quel est le statut de la requête là. Le alerte n'a pas E. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, si tu veux avoir plus de challenge, ce que tu pourrais faire, c'est que le, le serveur va te retourner les données. Ce que tu pourrais faire, c'est d'afficher ces données-là à l'écran si tu veux. Donc, ça va t'afficher ça va t'afficher tous les utilisateurs qui sont enregistrés dans sa base de données. Donc, tu pourrais vraiment faire ça après si tu veux. Le reste, là, on n'a pas besoin de ça.
OK. Ok, là, je vais un peu initier pour voir ce que ça fait. Donc, tu vas sauvegarder et j'espère que ton serveur est lancé. Bon, je peux qu'il s'est lancé, bon, je vais le réinitialiser au cas où, pour ne pas. Là, je l'ai relancé de nouveau. Voir si ça fonctionne bien. Je vais l'inspecter. Moi, envoyé, c'est bizarre. Bon, là, j'ai exécuté, ça ne m'envoie aucune erreur. Ça devait faire au moins l'alerte si c'est vraiment entré au niveau du serveur. Ça devait faire une alerte. Voilà, par rapport au serveur, je ne sais pas si c'est à cause de la requête qui est faite sur le poste qui n'est pas bonne. Je ne sais pas trop. Ok. La requête qui est faite au niveau du poste, là, c'est cette requête et je vais arriver ça. Désolé. Je vais laisser comme c'était la dernière fois. Bon, déjà, si je clique, ça n'a toujours rien fait comme alerte. Il me dit que c'est peut-être cette syntaxe qui n'est pas bonne. C'est censé récupérer la requête faite par mon body, là. On avait déjà essayé ça, à moins que tu as modifié la fonctionnalité du serveur. Mm. Pour C'est- tester si ton add user fonctionne, tu peux utiliser Postman, comme on a fait là, pour voir si ça fonctionne. Oui, Postman, il fonctionne, il me met bien. Chaque fois, il m'ajoute un user, en tout cas, chaque fois. OK, si Postman fonctionne, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ton post fonctionne. Mhm. Donc, on n'a vraiment pas de souci là-dessus. Donc, maintenant, si ça fonctionne, ça veut dire qu'il faudrait que tu retournes au niveau de ton test JS. Au niveau de ton test JS. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu vas maintenant faire un débogage pour voir à quel niveau ton code plane. La première chose que je dirais, c'est, première chose, c'est regarder déjà, est-ce que tu entres dans ton clic? Est-ce que tu entres dans ton clic? Donc, tu peux faire une alerte qui va te dire si tu es vraiment déjà, si ton clic marche. Bon, je peux mettre un événement ici, j'appelle ça en alerte. C'est possible. Non, non, fais juste alerte. Tu peux mettre n'importe quoi dans alerte. Tu peux dire clic. Oui, bien OK. Là, si tu vois un OK, ça veut dire que quand tu cliques sur ton bouton, d'accord, Oui, ça, c'est bon. tu te retrouves, euh, tu te trouves bel et bien dans ta fonction de clic. OK. Donc, essaye déjà ça. euh, En espérant que je vois envoyer avec dièse. Donc, ça veut dire qu'on n'entre pas dans le clic. Tu vois qu'il n'y a pas d'alerte qui a été générée. Donc, retourne dans ton code. Est-ce que c'est $ envoyé, bien c'est point envoyé? En fait, c'est ça que je prends, c'est pas ça. OK. OK. C'est ça, en fait, que j'ai mis là. Envoyé, c'est $. Point clic. OK. Est-ce que ça veut dire que alors si ton clic est barré, est-ce que c'est ça le problème? En fait, c'est ça que je me dis, que ça doit être ça le problème, le souci. C'est peut-être ça Euh, que... est-ce que tu as importé le jQuery? Bon, j'ai importé le jQuery avec un tas d'autres choses dont je ne me rappelle même plus. Va juste dans ton code HTML. Bon, quand je suis hors ligne, quand je suis déconnecté, ça ne voit pas ceci. OK. OK, tu as importé le jQuery, c'est correct. Rentre au niveau de ton test JS parce que
tu as fait $ envoyé, c'est supposé faire vraiment générer le clic là-dessus. On n'entre vraiment pas dans le clic parce que si on entrait, le alerte là allait se déclencher. Le alerte là allait se déclencher. Est-ce que... attends, voir. Essaye d'effacer un peu le clic là. La commande on click fonctionne. Je sais pas. OK. Efface encore. OK, mets le point. OK. Ça te propose, mets C. Je mets? C. OK. On voit que le clic est vraiment barré là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les actions dynamiques là? OK. Est-ce que tu peux retourner dans ton request HTML? OK. Ici, tu as importé deux librairies jQuery, mais normalement, ça ne doit pas poser de problème. Essaye d'enlever une librairie. Garde par exemple celle de Google. Oui. OK. C'est toujours pareil. OK, continue voir. Mais clique. OK. Il y a quelque chose là. Clic. OK. Est-ce que ton envoyé là, c'est bien comme ça envoyé? Si, bon, je vais le prendre pour être sûr que ce soit vraiment ça. OK, parce que c'est ça la syntaxe, c'est $.click. Si tu veux utiliser le onClick, ça veut dire que là, tu es déjà en train d'utiliser le JavaScript au lieu du jQuery. D'accord. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est barré? Ça se peut que c'est vraiment le fait que ce soit barré là ait vraiment un impact sur le code. Sur le code. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le désinstaller et réinstaller en mettant les nouveaux, en fait, en installant les éléments qu'on faisait précédemment pour voir si peut-être c'est une mauvaise manipulation, je ne sais pas. Ou bien, attends, si tu pouvais utiliser en ce moment, peut-être utiliser le JavaScript. Peut-être tu pourrais utiliser le JavaScript. Donc, tu peux faire, je vais juste essayer pour voir si ça fonctionne. Utilise voir le JavaScript. Donc, parce que le jQuery nous permet de sélectionner les éléments très facilement, comme ça, avec le $, d'accord. Mais avec le jQuery, pour sélectionner un élément, tu es obligé de faire document, get element, oui. Donc, essaie de faire un peu en haut de cette fonction-là. Tu peux laisser cette fonction-là, vu qu'elle marche, laisse-la quand même. En haut de ça, au top de ça, fais un document get element by ID pour accéder déjà à ton bouton. OK, get element by ID, envoyer. Je pense pas tu vas mettre le dièse parce que tu dis déjà que tu fais par ID. Donc, envoyer. Maintenant, tu fais point on click. On click, OK. Oui, function. On click function. Je pense que c'est on click égale function. On click égale function. Oui. Voilà. Ça. Oui, comme ça. La fonction n'a pas de paramètres. Oui, tu fais comme ça, voilà. Et tu ouvres le corps de la fonction. OK, dans les brackets, on va mettre fais voir alerte.
Fais voir alerte, OK. Point virgule. OK, là, tu sauvegardes, tu relances ton code HTML. On va voir si en cliquant sur envoyer, on entre dans cette fonction-là. D'accord. Ah, il signale toujours pas. Ah, attends, mais ton truc est en train de faire un submit. Clique-voir un peu là-dessus. C'est en train de faire un submit. Ça ne doit pas faire ça. OK, retourne dans ton HTML. Je n'avais pas remarqué ça. Hein. OK, pourquoi ça fait un submit? Pourquoi ça fait un submit encore ici? On a href ID envoyé. C'est quoi ce truc qui est sorti ici? href 2 fois. OK, tu enlèves ça. Ça ne devrait pas faire un submit. Essaye-vous encore. Pourquoi ça fait un submit? Pourquoi ça fait un submit? Quand tu cliques dessus, clique encore voir. Clique encore. Ça fait un submit quand tu cliques dessus. Pourquoi ça fait ça? Retourne encore dans ton code. Normalement, il y a un truc qui... Attends. Apparemment, c'est moi qui fais un petit truc qui déconne un peu là. Attends, c'est pas normal ça. Avec tous les manuels que j'ai eu à faire. Voilà. Ok, ça c'est vraiment... C'est le fait d'avoir vu le test là qui me fait comprendre que non, je suis le mauvais corps. André. Ok, là, je reçois mon alerte. Ah, on n'était pas dans le même fichier. Ouais, j'ai regardé, j'ai appelé le mauvais script. J'ai appelé le script 1 au lieu d'appeler celui-ci. Parce que ici, là, j'ai tout mis en commentaire. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, je n'étais pas censé apparaître dans ma Mais donne. là, on voit même que les deux clics fonctionnent là. Les deux clics fonctionnent. Ok, je vais commenter ici pour voir. Et puis, je vais... Il y a il y a un bracket que tu as laissé. Ok. Ouais, ça fonctionne. Super. Bon, OK. Maintenant, pourquoi ça n'envoyait pas alors? Est-ce que ça enlève le alerte donc maintenant, c'est supposé envoyer tes données à ton serveur. OK. Bon, laisse comme ça. On nous dit là, il y a déjà une erreur. User is not defined. Il y a déjà une erreur dans ton code. La ligne 2. Parce que la variable users. La ligne 2. À ligne 2. D'après ce que l'autre dit. Il n'y a rien à ligne 2 ici. Wow. User is not defined. Déclare ça. Attends. C'est même vrai parce que je devais voir le user ici être, puisque je l'utilise ici, non, mais il devait être... Déclare ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne voit pas ça. Déclare de manière globale. Essaye d'enlever var ici. OK. Mais pourquoi? Normalement, il y a un problème. Par exemple, bon, ici, il est vu, souvent quand tu utilises une variable, et puis elle est plus grisée, elle devient plus vive. Plus vive. Ah, OK. Descends voir. Normalement, ça, c'est une instruction. User ici devrait être visible. Sinon, tu déclares, regarde, tu déclares user Alice. Bon, je fais comment? Pourquoi tu enlèves le alerte? Non, ça va. Monte, on a fait ça, non? Ici, user, c'est... déclare ça à non, même à l'intérieur, là, ça devrait marcher. OK, essaye de déclarer ça à l'extérieur.
tu fais un var users. Non, 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 tu fais juste à l'extérieur var users. Ok. Oui, ici, tu fais un var users. Point, virgule. Et maintenant, ici, à l'intérieur, tu enlèves le lettre là. Tu enlèves juste le lettre là. OK. OK. Ok, j'essaie de savoir. Sauvegarde. J'ai rien envoyé, ça fait un succès. Ok, ça va faire la boucle. OK, c'est normal que ça fasse ça parce que, attends, est-ce que tu as cliqué sur envoyer? Non, j'ai pas cliqué, mais j'ai l'impression que ça va tourner sur la moitié. Ton code a un problème. Je vois pourquoi ça fait ça. Ton code a un problème. Va dans ton code. Est-ce que le post est dans le clic? Est-ce que le post, Oui. bon, Va dans ton JavaScript. Va dans ton JavaScript. Est-ce que ta fond, où est là où tu fais le post là? Est-ce que c'est dans le clic? Ce n'est pas dans le clic. C'est pour ça qu'on avait ce problème aussi de variables là. Copie ça, tu mets dans le clic. Tu comprends? ouais, bon. Copie tout le post. À partir de la ligne 120, elle dit. Pourquoi? Tu devais copier tout. Ouais. Il y a aussi le paramètre. Je voulais pas déplacer ça. Je voulais dire que ça allait prendre, c'est j'avais encore supprimé et tout. Ok, pas de problème. N'oublie pas de fermer. Bon, Tu as laissé le truc qui ferme là. Voilà ça ici. bon, ça ferme en fait, c'est juste à remplacer ce qui est ici en bas. Pour ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, ça fait fermer. Ceci ferme ceci maintenant. Et ça va fermer la fonction clic et l'autre va fermer le read. Donc, c'est bon. Ok. On va vérifier. Est-ce que tu as enlevé l'alerte? Je n'ai pas vu l'alerte. Ouais, ça c'est venu, c'est ça ici. C'est ce que tu as entré là? Oui, c'est ce que j'ai entré. Ok. Comme ça. Mais la lettre, en fait, mais la lettre n'est pas quand même venue. Ça, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de lettre. Rentre voir dans ton code. Parce que je fais un post et là, ça devrait me faire la lettre du statut. Moi, je suis un peu intriguée. Essaye de voir un deuxième exemple. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait la lettre. Deuxième. Ah, je reprends encore voir. Ok. Ouais, tu peux entrer un autre utilisateur. FFF. Si je reviens, on va bien voir que ça a apparu. Ouais, ça a apparu. Ok, bon, ça marche. Maintenant, il faut voir pourquoi la lettre ne marche pas. Je n'ai pas assez de temps pour débugger. Ok, bon. Bon, je vais vous laisser. Ok, bon, là, On se reprend samedi. Si tu ne comprends pas pourquoi samedi, j'aurai plus de temps, là, il faut que j'aille au travail. On se prend samedi. Bonne journée à tout le monde. bonne journée, tout le monde. Merci. Bye. Bye. Bye.